Bonjour, bonjour. Alors comment ça va? Eh ben moi ça va plutôt bien. Alors, on m'a dit qu'on a vu un film. oui, on a vu un film, John Carter of Mars, De effectivement. Andrew Stanton, qui était le réalisateur de... Wall-E et Ratatouille. Non. Non, Wall-E et... Nemo. Oui, oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Alors, de quoi parle ce film? Parlez-nous-en un petit peu, puisque, je le rappelle, vous l'attendiez depuis 1 an et demi. Ah, plus. Ce film donc parle de John Carter, John Carter. donc qui n'est pas le mec d'urgence pour reprendre la blague de tout le monde qui fait C'est un homme qui vit en Virginie, donc vétéran, qui a perdu sa femme et son gosse, sa fille, je crois, oui, pendant la guerre, et qui désormais est un peu un homme perdu, et après de multiples mésaventures westerniennes, il se retrouve sur Mars. C'est ça le plus important. Oui, là où il va vivre plein d'aventures hautes en couleurs et va sauver une princesse. Et tout ça, c'est passionnant. Regardons la bande-annonce. Regardons la bande-annonce. Tu l'as tué du premier coup. Quand je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde. Tu es John Carter, le terrien? Lui-même. Mais ce soir, nous allons en finir! Une fois, je suis arrivé trop tard. Cette fois, je serai là. Alors voilà, une bande-annonce qui au final ne correspond pas vraiment au film. Enfin, un petit peu. On peut dire que Disney a foiré tout le marketing jusqu'aux affiches avec la police du titre. Ouais, c'est Et du Helvetica. en gros, ils vendent Prince of Persia, Voilà. sachant que leur Prince of Persia n'a même pas marché. Donc on se demande ce qu'ils veulent faire. Ils disent ah mais ça n'a pas marché Prince of Persia, on va retenter pour voir. Comme disait le grand proverbe Shadok, plus ça rate, plus ça a des chances de réussir la fois d'après. Disney croit que ça va marcher cette fois-ci. Personnellement, j'en suis pas encore persuadé. J'ai lu qu'il fallait que le film fasse 700 millions au box-office pour que les 2 suites soient lancées, vu qu'ils ont acheté les droits pour les 3 premiers bouquins. Je dirais que c'est pas gagné, d'autant plus que le budget est énorme, c'est le plus gros budget pour un film depuis Avatar. Et donc le plus intéressant c'est de savoir ce que ça donne. Alors toi qui ne l'attendais pas, je veux dire qui ne l'attendais pas spécialement, peut-être vas-tu m'en parler. Oui, c'est vrai que je ne l'attendais pas spécialement, à la différence de lui qui donc me cassait les couilles jour après jour après jour. Ah, t'as vu, il y a une nouvelle bande-annonce de John Carter! Donc au final, c'est loin d'être un mauvais film, ça c'est une évidence. Depuis le début, depuis qu'il l'attendait, j'étais de très mauvaise foi. Chaque fois que je voyais une bande-annonce, je disais mais c'est de la merde! Est-ce que tu dirais que parmi les productions Disney qu'on a en début d'année, chaque année, depuis Alice au Pays des Merveilles, Troll Legacy, est-ce que tu dirais que c'est le meilleur des 3? Tu as oublié l'apprenti sorcier. Ouais, c'est vrai, il y a Avec Nicolas Nicolas Cage, Cage. ouais. Et il y avait Prince of Persia aussi. Oui, c'est vrai. Alors du coup, Pays des Merveilles c'est de la merde. Troll Legacy, ça va. Il faut le revoir, quoi. Ouais, Prince of Persia je l'ai pas vu. C'est de la merde. Et l'apprenti sorcier non plus. C'est moyen. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'est loin d'être mauvais. Mais après, ce film m'a fait la même impression qu'Avatar, à savoir... Tu sais que tu dis ça, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah. Oui, alors, donc, mon impression d'Avatar, à savoir, c'est regardable, ça se regarde sans déplaisir, tu passes un moment de détente, mais honnêtement, j'irai pas le revoir. J'achèterai pas le DVD, ni rien du tout. Ce film, alors déjà, bon, je sais ce que tu vas dire, mais ce film est plein de clichés. C'est vrai qu'il est adapté du premier roman de science-fiction. Oui, qui est sorti il y a tout pile 100 ans. Voilà, donc oui, c'est sûr. Qui a inspiré Star Wars, voilà. Qui a inspiré tout, quoi. Tout, oui. Il a inspiré tout. C'est évident qu'il y a des clichés. Il a même inspiré Godard. Mais en fait, il aurait fallu me prévenir parce que... oh, mais c'est ultra relou sans il faut t'en douter, d'un autre côté c'est écrit au début du siècle dernier, t'as bien douté que c'était pas un truc postmoderne. Ouais, mais enfin bon, il y a énormément de trucs qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Alors, c'est vrai que normalement c'est la première fois qu'on les voit, mais
Mais ce que tu veux dire, c'est que normalement c'est la première fois qu'on les voit, mais finalement ça vient après. Voilà. Du coup, on s'en lasse. On s'en lasse. Il y a quelques scènes de bravoure, notamment la scène de combat mélangée au flashback. Vous verrez tout de suite de quelle scène il s'agit. Je trouve très très réussi. Oui, c'est la meilleure scène du film. Il y a un côté bien barbare où on le voit vraiment décimer toute une armée et il se retrouve vraiment sur un tas de cadavres en train de se battre. Et il a du sang bleu partout sur lui. Oui, parce que les créatures ont du sang bleu comme les orques avaient du sang noir dans le Seigneur des Anneaux. Et comme ils ont censuré Dragon Ball Z. C'est une façon de faire en sorte que le film puisse être tout public. Alors que, parce qu'il y a quand même beaucoup de sang. Hein, beaucoup de sang il y a un moment où il traverse un singe blanc avec son épée. Il y a aussi une décapitation. Il y a des choses comme ça. Il y a des trucs sympas. Il ouvre les veines d'un gars. C'est sympa. À chaque fois, la mise en scène fait en sorte que ce soit pas évident. Il faut jeter un œil. Pour bien voir le truc, comme par exemple la scène du massacre dont on parlait, finalement c'est des plans assez fugaces vu qu'il y a le flashback en même temps. Enfin bref, il y a quelques bonnes idées, quelques bonnes trouvailles. Après, tout le monde et toi le premier me disait, à la base le roman, vraiment le... Je l'ai pas lu moi, c'est juste que j'ai lu tous les bouquins. Donc voilà, en gros ce que tu me disais, c'est que le centre de l'histoire, c'est vraiment la princesse. Et que donc... c'était le titre. Oui. Mais donc tu me disais, du coup, le traitement du personnage féminin va être différent par rapport aux autres Disney. Et c'est ce que tu dis après coup. Ce que je disais, que ça serait plus un traitement, un personnage féminin assez masculin dans le fond, un peu comme Ripley dans Alien. Il y a quand même quelques je sais pas, ça reste quand même un traitement féminin, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'elle sait se battre, c'est vrai qu'elle a une place importante, c'est vrai que c'est elle qui découvre le 9e rayon, mais ça reste quand même John Carter, quoi. Enfin, on va dire que c'est pas... Voilà, c'est pas... oui, c'est John Carter, je n'avais pas dit que le personnage féminin était le personnage central, c'est quand même une histoire d'un mec qui doit sauver une princesse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle accepte pas sa condition non plus. C'est surtout en ça que c'est un personnage féminin. Après, certains vont être déçus, elle n'est pas aussi peu vêtue que... enfin, on l'a vu représentée moins vêtue que dans un Disney, forcément. Oui. Ouais, donc oui. Qu'est-ce que tu penses de tous ces personnages secondaires? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Parce que voilà. moi j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de personnages, ou que Andrew Stanton se disait, si je fais de suite, je développerai plus tous les personnages. Voilà, il y a des persos, de manière générale, on ne s'attache pas à énormément de persos à part... par exemple, Oula, le chien. Oula, le chien. Ouais. On le voit peu, il est quand même très attachant, mais on a envie de le voir plus. Il y a plein de choses comme ça, comme... j'ai oublié le nom tellement on le voit peu, mais la sœur de Han Solo. Oui, il y a un petit Han Solo, mais c'est l'inverse. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une petite scène assez rigolote d'ailleurs. Ouais. Un autre truc qui m'a fait tiquer, on va dire, c'est la morale du héros qui change, qui fait du zigzag. Non, excuse-moi, mais au début de l'histoire, on vient de chercher pour une guerre. Non, je ne prends part à aucune guerre, je ne m'intéresse qu'à l'argent. Ensuite, d'accord, allez, je vais prendre partie de la guerre. Non, sans déconner, tu m'as pris pour un con, j'ai pas envie de faire partie de typer à ta guerre. Bon, allez, d'accord, pour te faire plaisir. Non, oui. C'est pas ça, c'est plus subtil, tu peux pas dire le contraire. Non. D'un autre côté, il veut pas condamner la fille. Oui, non, mais... Et puis la fille est censée l'aider à retourner sur Terre. Attends, mais Après, c'est surtout ça, il profite d'elle pendant un certain temps. Excuse-moi, mais quand même, à un moment dans le film, tu as fui un mariage, mais enfin, t'es conne, marie-toi à ce mec, c'est la meilleure des choses à faire pour le bien de tes deux peuples. 20 minutes plus tard, allez, une demi-heure, ne te marie pas, ce n'est pas la bonne solution, il existe forcément une autre solution. Dans les deux cas, il va pas aussi loin, je vous rassure. Si, il va aussi loin. Hugo est un homme de mauvaise foi. Non, je lui ai promis que je ne serais pas de mauvaise foi pour cette critique. C'est la vérité. À un moment, il dit vraiment mot pour mot. Non, mais pourquoi t'as refusé ce mariage? T'es conne ou quoi? Et l'instant d'après... Mot pour mot, hein. C'est bien ce qu'il vient de dire. Il n'est pas l'instant d'après, non, faut pas te marier, c'est pas la bonne solution. Enfin, voyons, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, ressaisis-toi un petit peu. Donc voilà, et pour terminer sur mon avis, un petit mot, parce que j'aime bien en parler, un petit mot sur le doublage français. J'ai été très déçu de voir qu'ils n'ont pas repris Jean-Louis Faure sur Bryan Cranston, le héros de Breaking Bad, et je commence à avoir peur. On le voit pas beaucoup dans le film, c'est vrai, c'est un personnage secondaire. Mais j'ai l'impression que ça va pas être lui qui va devenir sa voix française au cinéma.
Et je trouve ça très dommage parce que Jean-Louis Faure a fait un travail remarquable sur Malcolm et sur Breaking Bad. Et tu penses quoi de ce nouveau comédien du coup? Il m'a pas laissé un souvenir indélébile, on va dire. Alors vu qu'on est en train de parler de ça, on va peut-être parler justement des 20 premières minutes, les petites minutes western sur Terre. Ouais. Moi j'ai trouvé ça super bien. On avait vu Cowboy Companion, Cowboy Envahisseur l'an dernier. La bonne blague. Et ça c'était vraiment la version western ridicule quoi. Et je trouve que dans John Carter il y a un véritable amour du western et que c'est très très bien fait. Ça m'a pas En plus choqué. avec beaucoup d'humour en plus. Oui, voilà, ça m'a plus marqué, l'humour avec lequel John Carter comment dire, se résiste. Et sinon, une dernière chose, et puis après je te laisse la parole. J'ai été très agréablement surpris de revoir Daryl Sabara, alias Juni dans Spy Kids 1, 2 et 3. Quel acteur! Quel acteur! Qui est-ce qui joue dans le film? Alors, il joue le neveu de John Carter. Edgar Rice Burroughs, ouais. Voilà, qu'on voit au début du film, et c'est par lui un petit peu qu'on va connaître l'histoire de John Carter. Il y a deux histoires parallèles. Il y a donc le neveu, Edgar Rice Burroughs, qui découvre à la mort de John Carter. Je rigole, mais vous ne saurez jamais pourquoi. Il découvre à la mort de John Carter les écrits de ce dernier donc, qui ont été laissés. C'est une sorte de mise en abîme. Ouais, c'est à travers ces écrits qu'il découvre ce qui arrive à John Carter et donc du coup Edgar mène l'enquête de son côté. Donc c'est une petite histoire parallèle comme ça. Mène l'enquête, j'irai pas aussi loin. Il est interloqué, mais guère plus. À la fin du film, il fait une enquête de 5 minutes. Ne chipote pas, il mène l'enquête, c'est tout. Alors d'accord, il mène l'enquête. Quoi? Il mène l'enquête? Tu es heureux? Il mène l'enquête, oui. Oui, il mène l'enquête, très bien. Alors donc, est-ce qu'on peut dire encore autre chose? Est-ce que tu as envie de dire encore? On peut dire Eh ben, vas-y alors. On peut parler de Taylor Kitsch qui est très bon, je trouve. C'est qui? Bah, c'est l'acteur principal. Ah, oui. Il est plutôt jeunot, mais il s'en sort très bien dans le rôle du trentenaire. Oui, plutôt, ouais. Et il aurait fait un bon Conan. Ouais, mieux que ce qu'on a eu l'an dernier. Et oui, il s'en sort très bien, mais la plupart du casting s'en sort bien. Ouais. Et pourtant, c'est pas des têtes connues, vraiment, à part Mark Strong et Bryan Cranston. Et Willem Dafoe, mais du coup, on voit pas son visage, voilà. vu qu'il joue le chef des Stark. Voilà. Mais il a une très bonne interprétation de lui, surtout quand on sait qu'il était sur des échasses, ça devait pas être facile à tourner. Ah non, ça j'imagine bien. Et en plus, à 40 degrés... Alors, puisqu'on parle de 40 degrés, parlons de la conversion 3D. Parce que le film n'a pas été tourné en 3D, parce qu'il faisait 40 degrés. Ah, d'accord, je te comprends. Ah. Mais je t'ai saisi. La conversion 3D, moi, personnellement, je trouve qu'on a eu beaucoup de conversions 3D pour le cinéma, et je considère que celle-là est la meilleure conversion 3D qui existe. Il y a vraiment, cette fois-ci, un effet de profondeur, il y a vraiment... des personnages qui se détachent les uns les autres. Je veux dire, la plupart des conversions, maintenant, on a un effet de profondeur comme ça. Non, là, on voit vraiment les grands paysages. Il y a quelques plans qui sont moyens, avec des visages un peu trop ronds ou détachés, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne conversion, je trouve. La très bonne conversion, oui, la meilleure. Non. Après, la mise en scène du film n'est pas spécialement conçue pour la 3D, disons. La conversion est très bonne, mais à mon avis, c'est un film de 2D à la base. Je voulais parler plutôt d'esthétique, parce que on en parlait sur le trajet en sortant du cinéma. Il y a un petit côté prélogie Star Wars, en mieux. Il y a un petit côté kitsch assumé, un peu Flash Gordon, comme on disait. Un truc que Andrew Stanton voulait, je trouve qu'il rend plutôt bien, c'est ce petit côté un peu reportage de guerre, avec la caméra tremblotante des fois. Avec beaucoup de poussière, tout ça, comme si ça avait existé. Tout ça pour dire que l'esthétique, personnellement, je la trouve réussie. Il y a des choses qui font un peu cartoonesque. On a plutôt l'impression de voir une sorte de mélange, rien qu'avec le design des extraterrestres, pas vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir un truc totalement réaliste dans le design, on a l'impression d'avoir justement une sorte de mélange entre le film d'animation et le film live, je trouve. Il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. C'est un film live, concrètement, mais il y a quand même un gros côté... l'animation dedans. C'est pas étonnant, vu le réal et vu le studio qui s'en est occupé. Ouais, il aurait pu directement vouloir dire, comme Brad Bird avec Mission Impossible, non, maintenant je fais un truc en dur. Mais Mission Impossible a quelques côtés Pixar, on en parlait la dernière fois. Mais pas dans l'esthétique. Non, pas dans l'esthétique. Donc je crois que tu voulais parler de la musique, mais moi aussi en fait. Michael Giacchino, il fait un petit peu du John Williams quand même, et je trouve déjà que c'est la meilleure collab de John Williams, parce que la plupart du temps on a des compositeurs qui font des trucs un peu plus électroniques maintenant. Giacchino est le seul à faire un gros truc orchestral à l'ancienne. Et je trouve que
comme l'atmosphère du film. La musique, c'est un retour à un film d'aventure plus à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des grands sentiments, des envolées lyriques. Vraiment, il y a des thèmes qui se retiennent très facilement, je trouve. Le thème de John Carter, justement. Je m'en souviens pas. Pin, 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 Je m'en souviens toujours pas. Bon. Voilà. Mais ça t'a marqué, toi? Ouais, je trouve que c'est une très bonne BO et qui va rester. Ça paraît un peu anachronique. Alors, en dehors des images de synthèse, et visuellement, ça ressemble à un film des années 2000. Dans le fond, on a vraiment l'impression de voir un grand film d'aventure des années 50. Il y a même un petit côté Laurence d'Arabie, par exemple, avec le divertissement de ces dernières années en plus. Mais j'ai vraiment l'impression de voir un grand film d'aventure à l'ancienne. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Après, il y a quelques petites baisses de rythme dans le film. Je trouve le scénario quand même plutôt bien écrit, peut-être trop réécrit, trop de personnages comme je disais, mais je trouve vraiment que les personnages ont tous une évolution, ont tous un caractère bien à eux, sont attachants pour la plupart. Je trouve Oula, le chien de John Carter, déjà je trouve qu'il a un très bon design. En plus je trouve que c'est un personnage qui aurait gagné à être un peu plus à l'écran. Et je pense qu'ils vont, chez Disney, vendre beaucoup de peluches. Est-ce que tu trouves que le côté Star Wars est vraiment présent? Pour ceux qui s'attendent peut-être à voir le nouveau Star Wars. Disons que Star Wars a dit des choses à John Carter, mais John Carter c'est plus... Mais encore une fois, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Ce qui ne t'empêche pas de dire que ça ressemble à Star Wars ou pas. Non, parce que les Star Wars me laissent aucun souvenir marquant, donc je peux absolument pas comparer. Disons que c'est pas l'Empire contre-attaque. Mais je te crois. C'est plutôt le retour du Jedi en mieux. Je sais pas, moi je préfère la prélogie. Bah, en tout cas, à part esthétiquement, ça ressemble pas à la prélogie. Déjà la scène de la reine est bien plus réussie que la scène de la reine de l'épisode 2, je trouve. Mais enfin, l'épisode 2 est une merde, ça ne change rien. J'ai trouvé que la fin était un peu précipitée. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action dans le film, mais elles sont un peu courtes. Le final, je lui aurais bien donné 10 minutes de plus. Mais il est très bien comme ça, je trouve. Mais j'aurais bien donné un peu plus. Moi, je préfère donner 10 minutes de finale à Harry Potter 7 partie 2 qu'à John Carter. Pas moi, parce que dans John Carter, c'est censé être plus gros. Et d'ailleurs, ça c'est bien parce que la plupart du temps, il filme les batailles en plan large quand même. C'est pas ce qu'on a des fois dans certains films d'action avec des plans très rapprochés, illisibles. Là, on peut pas dire le contraire, on comprend tout ce qui se passe quand même. Voilà. Tu vas dire ce que tu en penses en gros. Ben, je vais répéter ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, à savoir, ça me fait le même effet qu'Avatar. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui résume beaucoup ce que je pense, à savoir, c'est distrayant, ça se regarde. Tu passes un agréable moment, c'est loin d'être un mauvais film, mais il ne me laissera pas de souvenirs après, je pense que je ne le reverrai pas, mais encore une fois, il est pas mauvais. Une suite doit sortir, tu n'auras pas l'envie de revoir le premier avant. Non, c'est comme Avatar 2, ça me laisse de marbre. Et du coup, je vais peut-être le voir quand même. Ben, si tu me traînes par la peau des couilles, oui, j'irai le voir. Alors du coup, je lui donne la note incroyablement bonne de 6 sur 10. Comme je dis, je trouve que c'est un vrai bon film d'aventure à l'ancienne. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment génial. Je m'attendais à ce que ce soit le meilleur film, le meilleur space opéra depuis la trilogie Star Wars. Je dis bien la trilogie, pas la prélogie. Et je suis un petit poil un petit peu déçu pour des passages un petit peu mous de temps en temps et des personnages secondaires qu'on perd un peu de vue, qu'on sent qu'on va retrouver dans la suite si elle voit le jour. Mais comme je dis, je trouve que c'est un vrai bon film d'aventure à l'ancienne, avec une musique qui met ça... Enfin, c'est une musique superbe. Je trouve les personnages attachants, ils évoluent bien. Et je mets un 8 sur 10. Très bien. Et toi alors, Victor? Tu donnerais combien du coup à ce film? Bleu. Chicago!